Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, reçoit Atiana Serge Oulon, un jeune journaliste burkinabé, auteur du livre Le général Gilbert Diendéré parle. Bonjour, Monsieur Oulon. Bonjour, Charles, et bonjour aux auditeurs de Radio Burkina. Bien sûr, à ne pas confondre avec l'autre Oulon, journaliste aussi, qui fut directeur de la radio nationale et directeur de la télévision du Burkina. Exact. Lauréat du prix de la lutte anticorruption en 2016 avec l'article sur la magistrature corruption des magistrats dans le collimateur de la justice. C'est un article audacieux. Beaucoup hésitent à mettre le pied sur le terrain de la justice. Vous l'avez fait? Vous avez vécu ces pesanteurs? Non, pas du tout. Je pense que la justice est un secteur parmi tant d'autres. Il n'y a pas à avoir de crainte à exercer son métier. Je pense qu'en tant que journaliste, on a essayé tout simplement de s'intéresser à des faits précis et on a essayé de creuser et trouver des éléments assez crédibles pour publication. Il n'y a pas d'appréhension parce que quand même, pour un jeune journaliste... Non, c'est dans la tête, ça se passe et il n'y a pas à mettre ces éléments-là dans la tête. Un journaliste est un journaliste. Dès qu'on met un peu un certain nombre d'éléments pour pouvoir faire la recherche, la collecte d'informations, je pense que ce ne sont pas des éléments qui sont venus en fait à l'esprit pour que je puisse dire ce sont des magistrats, il faudrait faire attention. Évidemment, bon, l'environnement, je sais qu'il y a un certain nombre d'éléments concernant la magistrature. On dit que c'est un milieu assez difficile. Ce sont des gens qui sont prompts à attaquer les journalistes. Donc, c'est un élément que j'ai pris à mon compte, que j'ai essayé de capitaliser, c'est-à-dire en tenant compte, en faisant de telle sorte justement à être beaucoup plus vigilant, à être beaucoup plus rigoureux dans la méthodologie pour pouvoir trouver des éléments assez crédibles. Tant mieux, bon, l'article a été produit, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu de droit de réponse, il n'y a pas eu de contestation sur les faits. Tout un chacun a eu l'occasion de pouvoir s'exprimer. Donc c'est un peu cette démarche-là. Il n'y a pas à mettre des éléments dans la tête comme ce sont des magistrats, c'est ceci. Bien au contraire même, je pense qu'on doit faire de telle sorte que chaque maillon de la société puisse jouer pleinement sa partition. Vous avez joué votre partition. Aujourd'hui, le dossier de ces magistrats incriminés n'a pas encore connu d'épilogue. Pour vous, vous avez fini votre part de travail en levant le lièvre. Non, j'ai pas fini. C'est un élément et je continue à suivre le sujet parce que, bon, il faudrait peut-être rappeler, ce sont des situations de corruption concernant des acteurs de la justice parce qu'il n'y a pas que des magistrats. Il y a une avocate là-dedans, il y a 3 gardes de sécurité pénitentiaire, dont l'ancien directeur de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Donc ça veut dire que ça regroupe tout un ensemble de personnes. Les accusations de corruption remontent jusqu'au procureur général, le procureur du Faso, voilà, un certain nombre de magistrats effectivement. Quand on fait le décompte, c'est pas moins de 7 personnes, voilà, qui sont accusées de faits de corruption et d'extorsion de fonds. Voilà, il y a une plainte de la personne, en fait, qui se dit victime, qui a été déposée. Il y a une procédure, comme vous l'avez dit, effectivement. La procédure est engagée. Ce qu'il faut rappeler, c'est que, bon, c'est une situation qui se pose aux magistrats parce que c'est un débat même à l'interne. Quelle est la procédure à suivre en fait pour pouvoir faire de telle sorte que ça puisse aboutir, que ça soit on confirme ou pas le bien fondé de la plainte ou qu'on estime qu'il y a des éléments ou pas. Mais bon, entre eux, c'est un débat par rapport à la procédure parce que il faut se dire que au niveau de l'appareil judiciaire, pour un certain nombre d'acteurs, que ça soit les officiers de police judiciaire, c'est-à-dire la police, à la gendarmerie ou bien les maires, les magistrats, il y a ce qu'on appelle en fait le privilège de juridiction. Ça veut dire que quand il y a une procédure judiciaire pour des gens qui sont accusés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, la loi leur permet en fait de pouvoir choisir en fait la juridiction pour pouvoir trancher en fait l'affaire. Et on l'a vu justement au lendemain de l'insurrection populaire ou pour le cas des maires, on a eu un peu par exemple des maires de Bobo ont été amenés à Ouagadougou, voilà, puisque ce sont des officiers de police jugés dans voilà, donc ils ont voilà, c'est ça. Maintenant au niveau de la justice, la question s'est posée parce que on se fonde sur une disposition de la Cour suprême qui a été éclatée en cas de juridiction, dont la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et puis la Cour des comptes. Donc ça fait que en fait au niveau des magistrats, le débat a été que à partir du moment où la Cour suprême a été supprimée, éclatée en 4 juridictions, la disposition qu'on vise était contenue en fait dans ce texte de la Cour suprême. Donc il n'y avait pas matière à s'appuyer, voilà, sur cette disposition-là. Donc il n'y a pas de base légale. Donc c'est ce discours-là qui a prévalu et je pense que même les avocats des magistrats qui sont mis en cause, parce que ça a été débattu au niveau de la Cour de cassation, ils ont fait prévaloir cela
Donc c'est dit qu'il n'y avait pas matière en fait à poursuivre, en fait de telle sorte qu'il y a eu ce privilège de juridiction. Parce que ça consiste à quoi? C'est juste demander aux magistrats concernés dans quelle juridiction en fait on peut trancher votre affaire. Mais bon, comme les avocats ont plaidé de cette façon, la Cour de cassation effectivement a constaté qu'il n'y a pas de base légale, s'est déclarée incompétente. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce qu'on voulait accorder comme privilège pour les magistrats, puisque ça ne tient plus, ça ne fait pas des magistrats des gens au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi. Oui. Donc, ce qui va être apparemment emprunté, c'est qu'ils vont être poursuivis comme vous et moi. Ça veut dire que ça va être les tribunaux de droit commun et certainement ça sera de cette façon que ça va être. Donc, on parle de la rédaction de la décision pour que ça remonte parce que ça suit encore tout un processus pour enfin pouvoir connaître en fait la réalité. Donc, c'est un processus qui est long, mais je pense que c'est en cours. Bon, même si il faudrait quand même le public. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, ce sont pas des dossiers du jour au lendemain. Je pense qu'on peut décréter ou dire qu'on va vider le contenu. Ce sont des réalités aussi comme cela et ça permet de comprendre aussi que voilà, dans notre pays, il y avait une catégorie de citoyens, les officiers de police judiciaire, les magistrats, qui avaient ce privilège-là. Maintenant que, bon, apparemment, ils veulent pas de ce privilège, on va les poursuivre comme Tartampion, tout simplement. Que n'importe quel kidam. L'article vous a valu des auréoles, un article qui a paru dans l'événement. Faut-il comprendre que vous avez fait vos armes à l'événement et comment vous êtes venu au journalisme d'investigation? Non, l'article n'a pas été publié à l'événement. Moi, j'ai officié à Radio Liberté. Je suis journaliste là-bas. C'est un élément audio d'abord que moi j'ai fait à peu près 52 minutes. Et quand ça a été diffusé, des journaux m'ont contacté pour que je reprenne, je réécris l'article. Transcrive cela. Voilà. Et dans l'événement justement qui m'a demandé de réécrire en fait l'article pour en fait les colonnes du journal. Donc c'est comme cela que l'article a été publié dans l'événement. Il y a d'autres qui ont demandé le texte, qui ont publié tel que l'élément audio, mais juste dans les journaux. Vous y êtes allé peut-être en freelance? Oui, c'était voilà. Le rédacteur en chef m'a contacté qu'ils ont débattu de la question en conférence de rédaction. Ils ont estimé que c'était un sujet intéressant et ils m'ont demandé de produire un autre papier. Et ici, vous regardez, il y a une petite différence entre ce qui a été diffusé à la radio et ce qui a. Mais l'article primé, c'est l'article qui a paru dans oui, voilà, ça c'était un choix parce que au niveau en regardant un peu les critères pour l'enquête au niveau des prix de lutte anticorruption, il y avait que en fait pour l'enquête ils ont parlé d'un élément du moins de 30 minutes alors que bon ça faisait environ 52 minutes. Bon, raisonnablement une enquête ne peut même pas se mener en radio en 30 minutes. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc c'est pour cela en fait l'article publié dans l'événement a été publié. Certainement cela vous a poussé des ailes. On vous le trouve au courrier confidentiel. Après, à l'écrit maintenant, on peut parler de mercanto dans le milieu du journalisme. Non, c'est un concours de circonstances et voilà, j'ai été approché au niveau de courrier confidentiel. Il y a eu une proposition et puis bon, j'ai accepté. Vous avez abandonné le micro. Voilà. Bon, abandonné, voilà que je suis devant le micro. Voilà, le Conseil des ministres, à sa séance du 30 décembre 2017, a relevé M. Boukari Compaoré de ses fonctions de secrétaire permanent des engagements nationaux. Après un an de fonction, votre journal avait levé le lièvre. Le courrier confidentiel avait fait écho depuis plusieurs mois de casseroles de corruption, de favoritisme et d'enrichissement illicite. Dites, comment vous avez senti ces odeurs de corruption? Non, je pense que pour travailler le journalisme, il y a ce qu'on appelle les sources d'information. Il y a ce que aussi on vous avez des répondants aussi? Non, je dirais pas ça. Je dis tout simplement, j'essaie d'expliquer de façon générale ce qu'on a appris à l'école tout simplement. Oui, comment, voilà, on a pratiquement. Oui, on a une source d'information et on a aussi, on observe. Voilà, je pense que c'est ça aussi quoi. Voilà, et on essaie de voir par exemple comment ça se passe dans tel organisme par rapport à un certain nombre de choses. Et c'est comme cela, c'est parti au niveau des engagements nationaux par rapport aux réalisations des infrastructures socio-économiques et voilà, ça, on a eu des éléments effectivement qui puissent attester que bon, ce n'est pas géré dans les règles de là où ce n'est pas géré en fait conformément aux règles de la République. Il y a eu un premier article effectivement en août dans l'apparition du 10 août 2017 où on a relevé que dans la répartition, parce que les engagements nationaux en fait c'est un organisme de l'État qui est rattaché directement à la présidence du FAFES et qui est financé presque à 100% par la Chine-Taïwan, voilà, et on est censé construire un certain nombre d'infrastructures, que ce soit des CSPS, des écoles, des forages. Maintenant, au fur et à mesure, c'est un projet qui brasse des milliards et il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont réalisées. Il nous a paru intéressant de s'intéresser quels sont les critères pour pouvoir construire un CSPS dans telle localité ou une école dans telle autre. Et c'est comme cela, en fait, qu'on est parti. On a trouvé des éléments, en tout cas, qui attestent ou qui montrent que, bon, apparemment, aux engagements nationaux... Vous avez parlé d'école ici à Ouaga. Oui,
c'est ça que je suis en train d'expliquer. Oui. Ça, c'était le deuxième article, puisque je dis, on a eu un premier article qui a été publié dans Courrier confidentiel le 10 août 2017. Et là, on relevait déjà que dans la répartition des infractions, en fait, ça pose un petit souci, en fait, d'équité, de transparence, parce qu'il n'y a pas de règles établies en quelque sorte. Les Taïwanais financent, apparemment, on laisse au bon vouloir des engagements nationaux qui décident de quelle localité qui va recevoir une école ou un CSS. Et on a trouvé tout simplement que dans la façon de faire, apparemment, on privilégiait plus les proches du secrétaire permanent, donc le nom que vous avez évoqué, Boukari Compaoré, ou des proches du président tout simplement, ou sa province, parce que le SP des engagements nationaux est originaire de la même province que le président. Donc on a trouvé que c'était quand même assez curieux. Et quand on fait le décompte, on se rend compte que, en fait, de toutes les localités, apparemment la province d'origine du SP des engagements nationaux était privilégiée. Donc il y a eu ces écrits-là et il y avait un certain nombre de proches du président, des conseillers, surtout qu'on pouvait avancer. Quand il se trouve que c'est une personne, deux personnes, on peut comprendre. Mais quand vous comptez 2, 3 conseillers du président, 2, 3 amis du SP des engagements nationaux, bon, il y a de quoi quand même à se poser des questions pour se dire, bon, comment ça se fait finalement les critères d'attribution. Quoique, là où on réalise, en fait, ce sont les Burkinabés, mais on se dit, est-ce que ce n'est pas du fait de la proximité de X ou Y par rapport au secrétaire permanent des engagements nationaux? Cela vous a conduit à écrire Maintenant, il y a eu le deuxième article où il y avait des éléments beaucoup plus probants sur des faits de corruption, justement, où dans l'attribution des marchés, le SP des engagements nationaux exigeait en fait des entrepreneurs, en fait, des contreparties. Voilà. Et vous avez on a eu des éléments. Dans tous les cas, jusqu'à ce jour qu'on parle, il n'y a pas eu de droit de réponse. J'aurais dit que ce que nous avons écrit, c'était quelque chose d'assez véridique et le responsable, voilà, a été débarqué. Est-ce que c'est pour cela qu'il a été débarqué? Bon, nous pouvons peut-être faire le lien avec ce que nous avons écrit dans notre parution du 25 décembre 2017. Et l'article sur les écoles, c'était quoi au juste? C'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit sur les attributions du marché, il ressortait clairement qu'il y avait des contreparties qui étaient exigées à la limite, voilà, des entrepreneurs. Et sur le cas de l'école de Ouagadougou, comme vous avez évoqué, je trouve qu'il y a une situation où il a exigé une contrepartie ou des commissions d'une entreprise. Et pour le cas de Ouagadougou, comme j'ai évoqué tout à l'heure par rapport aux proches du président, apparemment, le projet ou du moins le marché a été octroyé à la belle-sœur du président sans que forcément l'entreprise ait l'expertise ou ait les compétences pour pouvoir construire cette école. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, le marché a été... Pour arriver à dire que l'entreprise n'a pas de... Non, mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est quels critères qui vous ont... Non, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Donc, le marché a été octroyé, normalement, généralement, puisque ce sont des écoles. Le marché a été octroyé pendant les vacances scolaires, l'école devrait être ouverte pour accueillir les élèves en octobre 2017. Ce qui s'est passé jusqu'en décembre, l'école n'était toujours pas ouverte et je pense qu'on était sur les lieux autour du 12 décembre. On avait fini de construire les classes et c'était fermé. On a cherché à comprendre. Il se trouve qu'en fait, l'entreprise véritable qui a construit en fait l'école exigeait d'être payée entièrement avant de donner les clés parce que ce qui est revenu, c'est qu'elle n'avait pas reçu la totalité en fait de l'argent. Donc, en essayant de comprendre, c'est dit l'entreprise au départ officiellement qui a le marché au niveau des engagements nationaux, qui est BK Service, qui est une contraction de Belém Kaboré, la belle-sœur du président, apparemment a sous-traité avec une autre entreprise, mais l'argent n'a pas été versé en totalité. Voilà. Donc ça fait que l'entreprise a fini de construire. Les élèves prenaient les cours dans la cour avec les anciens 3 classes et c'était dans la poussière avec l'armatan tout. Nous sommes allés sur le terrain, nous avons constaté, il y a des images du reste. Et vous avez pendant ce temps des classes qui sont construites totalement finies et on refuse que les gens accèdent tout simplement parce que ce n'est pas payé. Voilà, parce que ce n'est pas payé. Donc on est allé constater et dès que nous sommes allés le 12 décembre, je crois que même pas 48 heures, le SP des engagements nationaux qui était en poste jusqu'à présent, il a eu écho, il est venu, on a pris les clés et en 72 heures, la situation a été décantée et les élèves ont réintégré la classe. Bon, ça pose un certain nombre de questionnements, même si à l'époque quand on a rencontré le SP des engagements nationaux, il a reconnu le retard parce que les salles de classe devraient être disponibles pour la rentrée octobre et vous voyez octobre, novembre, décembre, les élèves pratiquement le premier trimestre dehors avec l'armatan, c'était pas très agréable et c'était pas très confortable. Et je pense qu'il y avait des questions justement à se poser sur la gouvernance au niveau des engagements nationaux. Et dans tous les cas, je pense que ce qu'on a écrit, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de droit de réponse, il n'y a pas eu de plainte. Je ne pense pas qu'il y a une ligne dans l'article qui est contestée du reste et c'est tant mieux en fait et nous ça nous réconforte en fait dans notre démarche de quête d'information. Monsieur Houlot, avec ces articles fracassants comme on pourrait l'appeler, est-ce que cela ne vous trouve pas le sommet au même titre que ceux qui sont concernés? Non,
Non, pas du tout. Moi, je n'essaye que de faire mon travail. J'ai la tête sur les épaules. Je pense qu'il n'y a pas matière à pouvoir penser autre chose. C'est vrai que, bon, de plus en plus, avec les observations des gens, justement, sur ce genre de situation, moi, je pense que je suis journaliste. La société organisée, chacun essaie de jouer sa partition. Il n'y a pas de réjouissance particulière ou bien il n'y a pas à dire que je trouve le sommet de qui que ce soit. Moi, je n'essaie que de faire de mon travail, que tout un chacun essaie de faire son travail et je pense que le pays se portera mieux. C'est certainement que ça vous ouvre des sources et en même temps aussi. Ça vous ferme des sources aussi. Bon, fermer des sources. Méfiance, non, bon, ça c'est ceux qui n'ont pas compris. Par exemple, tout de suite, vous n'allez pas vous plaindre parce qu'un policier arrête quelqu'un ou le gendarme. Il ne fait que son travail. Je pense que ceux qui, évidemment, ça peut exister. Mais moi, personnellement, je pense que ce ne sont pas des situations. Bien au contraire, je pense que je suis crédité quand même d'une certaine confiance. Et tant mieux si des gens me font confiance, ils pensent que j'essaie d'avoir une démarche assez rigoureuse et respecter tout simplement les règles du métier. Je n'invente rien. Le journalisme, c'est pas du maraboutisme, on t'a pas dit ça. Ce sont des faits. S'il y a des éléments. Rester sur les faits. Voilà, c'est tout simplement ça, quoi. On n'invente absolument rien du tout. Vous êtes jeune dans l'investigation. Est-ce que cela peut donner des ailes à d'autres? Non, jeune, je sais pas. Mais bon, moi, dans tous les cas, je ne mets pas, en fait, ce genre de choses dans ma tête. Je sais que, il faut avoir de l'expérience, évidemment, parce qu'au fur et à mesure, on avance. Tous les expériments. Voilà, on essaie de faire avec. Je m'affule pas un peu de ces expressions journalistes d'investigation ou quoi, parce que par essence, un journaliste pour moi, il fait de l'investigation, c'est ce qu'on nous a appris. Donc, il y en a qui relaient l'actualité. Oui, voilà. Non, même dans le métier, c'est organisé aussi. Voilà, même dans le métier, c'est organisé, il y a des spécialisations. Voilà, tout un chacun essaie de s'intéresser à un secteur bien précis, et c'est ça qui permet aussi de pouvoir être beaucoup plus pointu, être beaucoup plus assez, en fait, rigoureux dans la quête de l'information, être beaucoup plus excellent, c'est tout. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous recevons à Tiana Serge Oulon, journaliste au Courrier confidentiel. L'actualité est la sortie de votre livre sur le général Diendéré, mais la question se pose sur le timing de la parution de l'œuvre. Elle paraît juste avant le procès. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Ça, c'est vrai que c'est une question. Je peux essayer de répondre, mais c'est pas un livre pour le procès. Oui. Ce n'est pas un livre qui a été écrit aussi pour défendre qui que ce soit. C'est pas le rôle d'un journaliste et moi je me suis pas mis dans cette situation. Je parle au niveau du résumé. Au niveau du résumé, vous êtes écrivain ici ou je... Oui, bien sûr. Et au niveau du document, je suis écrivain, mais j'ai adopté la demande de journaliste. Okay. Voilà, c'est-à-dire que j'ai une information, je contacte des gens qui essaient de confirmer ou d'infirmer. J'essaie de trouver des sources neutres. J'essaie de trouver en fait des éléments matériels qui puissent attester. Voilà ce que le général raconte. Est-ce que c'est ce qui s'est passé réellement? C'est tout simplement. Mais je suis resté dans la peau du journaliste. C'est pas de la fiction, comme le titre l'indique. Il a parlé. J'ai trouvé des gens qui ont essayé de confirmer ou d'infirmer. Moi, j'ai trouvé des éléments aussi qui m'avaient pas donné. Je lui ai posé la question. Il a confirmé, il a mis du beau mot dans certaines situations. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et du reste, dans le résumé, c'est ce que j'ai dit pour répondre à votre première question. Pourquoi maintenant? C'est un travail qui a été fait. Et dans le résumé, j'ai dit c'est 2 ans à passer à traquer, en fait, la vérité des faits. Donc, c'est pas un travail spontané. Moi, ça me fait 2 ans que je travaille sur ça. Depuis 2015. Avant le coup d'État. Voilà, bien avant le truc, voilà, bien avant les événements de septembre 2015. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un travail. Maintenant, pour l'apparition, vous serez d'accord avec moi que c'est juste une question de contexte. On apprécie aussi le moment. Voilà, même qu'on traite de l'actualité, il y a ce qu'on appelle le contexte, l'environnement. Voilà, j'ai trouvé que c'était favorable. Vous trouvez que c'est le bon moment? Voilà, c'est le bon moment. On parle d'un monsieur. Voilà, oui, bien sûr, ça c'est l'aspect beaucoup plus peut-être commercial, effectivement, marketing. Voilà, parce que s'il y a le procès qui arrive, je pense qu'il serait intéressant que ça soit disponible. Sinon, ce n'est pas un livre quand même de 183 pages. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut l'écrire et aller à l'imprimerie, mettre sous presse, tout, et l'avoir en fait juste à quelques jours du procès. Ce n'est même pas possible. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de 2 ans tout de même. Depuis longtemps, le général a gardé le silence. Vous l'avez convaincu pour qu'il parle ou c'est une demande express, comme pourrait le penser beaucoup? Non, il n'a pas émis le souhait qu'on écrive un livre sur lui, pas du tout. C'est moi, j'ai fait la demande, il a accepté. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose depuis 2 ans. Moi, je préparais déjà, j'essayais de trouver des éléments documentaires sur le personnage.
c'est vrai qu'il parle très peu, il y avait très peu d'éléments sur lui. Nous, on s'est connus à l'occasion du crash Air Algérie, voilà, et on avait déjà commencé, on échangeait, c'est vrai que moi, dans la tête, il y avait un peu déjà cette idée-là, surtout que c'était après l'insurrection, tout. Donc bon, au fur et à mesure, à la maison d'arrêt de correction des armées, je lui rendais visite, et puis bon, un jour, je lui ai proposé, en fait, il a dit non, pourquoi pas, et on a essayé de trouver la formule pour pouvoir mettre tout ça là en œuvre, voilà. Donc, ce n'est pas une demande express, c'est venu de moi, et moi, je l'ai soumis, il l'a dit dans tous les cas. Je sais que quand je lui ai parlé du truc, il a dit pourquoi pas, je sais qu'il me raccompagne ce jour-là, et bon, c'est comme ça, c'est parti. C'était avec son autorisation. L'initiative, vous le dites, vient de vous, mais on peut se poser la question, pourquoi le général a choisi un jeune comme vous pour décharger le fardeau? Ce fardeau n'est-il pas... Non, pas du tout. Moi, lourd pour vous? Je suis très à l'aise. Je ne pense pas qu'il faut attendre avoir 50 ans, 60 ans pour pouvoir le faire. Non, je suis la qualité du travail. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut me reprocher dans ce qui a été fait? Les étiquettes de jeunes, d'anciens, c'est dans la tête. On peut avoir des vieux qui sont jeunes comme on peut avoir des jeunes qui sont vieux. Donc, vraiment, on n'a pas à mettre ces choses dans la tête. Sans toutefois, moi, je ne peux pas répondre à la place du général. Je pour dire pourquoi il a accepté. Moi, je sais tout simplement que je lui ai fait la proposition et il a accepté. J'ai essayé de faire mon travail en toute conscience professionnelle et je pense que c'est ça qui est le plus important. Les étiquettes de jeunes, d'anciens, vraiment, je pense qu'il faudrait qu'on ne soit pas un peu dans ces carcans-là. Et moi, personnellement, je ne suis pas de ceux qui réfléchissent de cette façon. En essayant de catégoriser jeunes, anciens, femmes, handicapés, on est tous burkinabés. Chacun essaye, selon en fait ses capacités, ses aptitudes, d'apporter quelque chose. Donc, vous aimez bien la valeur naturelle. Bon, moi, le nombre si vous êtes d'années, tout serait parti d'une rencontre entre vous et le général, vous l'avez déjà dit, qui assurait en 2015 la coordination de la cellule de crise dans le crash d'Air Algérie. Et depuis lors, vous êtes devenus des amis. Bon, je ne sais pas si vous pouvez parler de... Parce que c'est un personnage quand même difficile à approcher, qui est simple de nature, mais que beaucoup craignent. Non, mais justement, c'est toutes ces raisons-là qui m'ont amené à m'intéresser au personnage pour savoir en fait quelle est la réalité, parce qu'en toute chose, il y a toujours une dose d'exagération, il y a une dose de fantasme, il y a une dose de rumeurs sur un certain nombre de choses. Il y avait tout un mythe, c'est vrai, nous tous, tout petits, on a entendu plein de choses sur le personnage. Moi, en le rencontrant la première fois, c'est vrai que comme je l'ai écrit dans le livre, il y avait plusieurs idées dans la tête. Est-ce que c'est vraiment le personnage dont on décrit qui est en face de moi? Est-ce que, voilà, on se pose des questions, on se demande est-ce que c'est vraiment le monsieur dont tout le monde en parle tant au Burkina et même à l'extérieur. Donc, moi, je me suis pas mis ce genre d'éléments et au contraire, ça a poussé à être encore plus curieux pour comprendre en fait un certain nombre de choses. Et comme c'est un monsieur qui est présent sur le plan politique et militaire, sur la vie du pays depuis un certain nombre d'années, au moins 30 ans, je pense qu'il y avait quand même de quoi écrire pour l'histoire surtout. Et voilà, boîte noire. Voilà, donc c'est pour dire que bon, il y avait de quoi quand même à pouvoir s'intéresser et à faire de telle sorte qu'on puisse avoir des éléments sur l'histoire. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il a assez parlé un peu et que voilà, il s'ouvre un peu parce que c'est tout simplement regrettable que bon, pour un certain nombre de personnes, on ne puisse pas laisser des traces, voilà, pour l'histoire. Et on regrette le cas de Salif Diallo. Je pense que bon, peut-être qu'il y a des mémoires, peut-être qu'il a laissé un écrit, mais ça serait vraiment un gâchis qu'on ne puisse pas avoir quelque chose parce que, comme je l'ai dit sur certains plateaux, moi je pense que pour comprendre le régime de Blaise Compaoré depuis le 15 octobre 87 et un certain nombre de choses qui ont jalonné la vie du pays, à mon avis, il y avait deux personnes qui pouvaient témoigner plus que Blaise lui-même parce que ces deux personnes peuvent dire des choses même que Blaise Compaoré ne sait même pas. Donc moi je pense que ça serait vraiment très dommage, très regrettable qu'on ne puisse pas avoir des... Vous l'avez fait avec le premier et le second, c'est... Non, pour tout dire, moi je travaille sur les deux. Voilà, je travaille sur Salif Diallo, je travaille sur Diendéré. Voilà. Donc c'est pour dire que j'essaie de faire en fait des biographies sur ces personnages-là, au-delà des biographies. À la longue, vous allez vous spécialiser dans les biographies? Non, c'est pas me spécialiser, mais bon, moi en devenant journaliste, j'ai même pas imaginé que j'allais être écrivain. C'est pas quelque chose qui m'a effleuré l'esprit. Bien au contraire, depuis le collège, je voulais être journaliste, mais bon, j'ai pas imaginé que j'allais être... C'est juste un certain nombre de situations, un concours de circonstances, comme on l'a dit. Et bon, sur certains sujets, je crois que être écrivain, c'est un prolongement du journalisme. Il y a suffisamment d'éléments. Si on peut laisser quelque chose, tant
tant mieux. Le général est détenu depuis le coup d'État de septembre 2015. Cela a dû compliquer la tâche certainement des va-et-vient en prison pour sortir ce livre. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça la réalité, parce qu'au début, comme je l'ai évoqué, bon, il y avait un certain nombre de mesures par rapport aux visites, justement. C'était des réalités, effectivement, pour pouvoir s'entretenir. Il y a le temps aussi de la visite, très peu de temps. Bon, vous n'avez pas suffisamment d'éléments pour pouvoir échanger, vu le temps court des visites. Mais bon, au fur et à mesure, ça s'est amélioré et on a pu trouver, en fait, le moyen le plus approprié pour pouvoir échanger et avoir un certain nombre d'éléments. Parce que, comme je l'ai dit dans le document, c'est le fruit des entretiens que nous avons eus, comme vous et moi. C'est le fruit de questions-réponses. Il a bien voulu répondre à un certain, parce que je voulais souligner un questionnaire qu'il a répondu. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai rencontré d'autres militaires qui ont connu l'homme ou qui n'ont pas connu, parce que sur certains événements, j'ai préféré toucher aussi des gens qui ont vécu ces événements-là pour donner leur lecture. Et j'ai essayé de faire le croisement pour trouver, non pas nécessairement le juste milieu, mais ce qui semble être plus objectif, plus raisonnable et qui correspond à la réalité. Donc, c'est un peu cela la démarche. Et il y a bien sûr la recherche documentaire dans les archives des journaux, où j'ai exploité le fonds documentaire du citoyen et des archives nationales à travers les coupures de presse. C'est vrai que là-bas, c'était pas très compliqué, parce qu'il fallait choisir une période, bon, depuis octobre 87, et de trouver en fait un certain nombre d'éléments. Comme il parle il y avait tout simplement tous les éléments, donc ça peut faciliter la recherche. La prison, c'est très lié avec beaucoup d'appréhension. Est-ce que la curiosité a employé ces entretiens? Quand on sait que, par exemple, on ne peut pas enregistrer, on ne peut pas filmer. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il a répondu, c'est un questionnaire en fait. Voilà, il a répondu, on ne peut pas enregistrer, voilà. Il a répondu en fait à la main. Et moi, je l'ai fait parvenir le questionnaire, il a répondu à la main tout simplement. Son état d'esprit, moi, c'est ça, je dis chaque fois que moi, j'échange avec lui. Ça ne biaise pas le fait oui, on n'a pas la même... Non, bien sûr. Mais ici, l'idée, c'est pas de le traquer, c'est pas... Moi, en faisant c'est vrai que c'est la biographie du général Dendéré, mais en celui-ci qui ne se plaint pas de sa situation, où il passe son temps à se plaindre de vie et disponible, intéressant justement dans nos échanges, et on a toujours parlé de France. Le dernier journaliste à qui le président du comité national pour la démocratie, le général Dendéré, a parlé au téléphone avant d'être arrêté à l'annonciature. Oui, bon, journaliste, oui, parce que c'était une interview. Et cette interview, du reste, se retrouve en annexe. J'ai mis cette interview en annexe du livre. Oui, qu'est-ce qu'il vous avait dit? Est-ce qu'on peut juste avoir... Non, c'est une interview que nous avons réalisée au niveau de... Actuellement, j'étais à Radio Liberté. Et ça a commencé un peu... Il vous a reçu à l'annonciature? Non, c'était au téléphone. C'est une interview téléphonique que nous avons réalisée. Ça a commencé quand il a accordé une première interview à Radio Omega pour appeler les soldats à déposer les armes. Je crois que c'était un truc comme ça. Et Albert Nagreoui, qui était rédacteur en chef de la Radio Omega, avait expliqué comment, que c'est le général lui-même qui l'a appelé. Et il disait qu'il avait un message. Et bon, ils l'ont pris, en fait, ils l'ont appelé, ils ont pu réaliser l'interview. Moi, à la suite de ça, avec des confrères, puisque comme les gens savaient que j'étais en contact avec lui, puisque sur le crash, j'ai réalisé une interview justement sur l'an 1 du crash et qu'on a diffusé à la radio, on avait gardé le contact. Il est arrivé qu'une ou deux fois on puisse échanger sans qu'il y ait de production. Mais parlez-nous un peu de cette phrase. Mon général, je vous donne 10 minutes pour descendre. Là, c'est un extrait du document, du livre, justement. J'explique un peu les conditions de son arrestation, où selon ce qui s'est passé, en fait, quand il s'est retranché au niveau de l'annonciature, il y a justement des éléments de la gendarmerie qui sont venus pour le chercher. Il y avait l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo et on lui a demandé de se rendre. Bon, il a dit qu'il allait demander juste quelque temps, le temps de téléphoner, d'informer ses proches avant de se rendre justement, et il s'est retiré dans une chambre et c'est là-bas, bon, on trouvait qu'il digérait, il prenait le temps et on a demandé à un lieutenant à l'époque qui est devenu capitaine, voilà, de monter le chercher et c'est là il a toqué à la porte et il a dit non, mon général, je vous donne 10 minutes pour descendre. Et je pense que la suite est dans le document et c'est ça aussi. On va pas tout dévoiler pour donner envie à ceux qui veulent aller lire. C'est ça, voilà. Vous déclarez que tout n'a pas été rose entre lui et moi, du début à la fin, mais vous avez pu éviter les écueils que certains voulaient placer entre vous. Est-ce qu'il y a eu des gens qui voulaient bloquer le travail? Non, c'est le journal qui affirme. C'est par rapport à ces rapports, c'est les raisons de sa fidélité à Blaise Compaoré. Ah, ok. Voilà. Non, pas du tout. Là, ce sont les propos du général Dendéré sur les raisons de sa fidélité, en fait, à Blaise Compaoré, et c'est là qu'il a expliqué, en fait, ces éléments-là. Vous dites que l'homme
reste militaire dans l'âme et de ce fait, même ayant le dos au mur, il reste évasif sur certains points, évoquant le secret militaire. Est-ce que vous avez le sentiment que le général vous a tout dit? Je ne pense pas qu'il ait tout dit. Il y a bien sûr des éléments à préciser. Moi, je pense qu'il y a la réserve, justement, comme il a évoqué. Par exemple, sur le cas des mutineries militaires, où il y a un certain nombre de choses, et même ses rapports avec Blaise Compaoré, il a fallu insister. Par exemple, quand il dit tout n'a pas été zéro, c'est quoi précisément? C'est vrai que, bon, par la suite, il y a un certain nombre de choses, voilà, qui sont ressorties maintenant. Mais bon, je pense que d'un coup, pour quelqu'un qui ne parle pas, il faut pas s'attendre à ce qu'il déballe tout, quoi. Voilà. Parce que j'ai compris que c'est ça. Oui, on peut l'envisager si on a les possibilités de pouvoir le faire, c'est tant mieux. On va plutôt parler d'un fameux SMS que son ancien mentor lui a envoyé dès qu'il est arrivé à Yamoussoukro, après la fuite. De quoi s'agit-il? C'est sur le chapitre de l'insurrection populaire où je lui demandais de raconter un peu comment il a passé l'insurrection populaire, et il expliquait un peu comment le lieutenant-colonel, Yacouba Isaac Zida, qui est devenu par la suite général, a pris le pouvoir, et puisque je crois les critiques ou les observations c'était de dire que c'est lui qui a envoyé en fait le général Zida à prendre le pouvoir, et dans le document il dit en fait que Zida est allé juste pour les représenter. Mais bon, dans tous les cas, après quand il a pris le pouvoir, il se satisfaisait de la situation, parce que si on chasse Blaise Compaoré et qu'on met un militaire du surcroît, quelqu'un du RSP, en plus quelqu'un qui l'estime comme son bon petit, c'est un bon élément, il était content. Et même que c'est pour cela, quand Blaise Compaoré a été exfiltré, qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a constaté que c'est Zida qui a pris le pouvoir, il lui a envoyé un message de Zida a accompli sa mission, a réussi sa mission. Donc c'est un peu le contexte de l'envoi de ce message-là. C'est un message de Blaise Compaoré au général Diendéré, tout simplement. Aujourd'hui, le procès est programmé pour la fin du mois. Je suppose que ce procès vous intéresse pas. La NAFA et le PITJ de Souman Touré sont montés au créneau. Ils y voient les mains du gouvernement. Comment vous lisez ces prises de parole? Non, moi je pense que bon, c'est regrettable que bon, peut-être on soit dans cette situation. La NAFA et le PITJ, à mon sens, ne se plaignent pas de la tenue du procès, mais par contre du cas particulier de Djibril Bassolé, ou du cas spécial de Djibril Bassolé, où ils estiment qu'il faut le mettre en liberté provisoire, où ils estiment que le président de la Chambre de contrôle, Jean-Marie Ouattara, a été limogé, remplacé ou tout simplement renouvelé, comme on le dit. Je pense que moi, à mon avis, c'est très regrettable un peu ces agitations-là. C'est de l'agitation, à mon avis, inutile. C'est quelque chose d'assez incorrect pour un parti politique, pour des partis politiques. Moi, je pense que c'est vrai que chaque fois qu'il y a une justice à l'égard d'un concitoyen, on doit toujours se sentir concerné. Mais je pense qu'on en fait un peu trop sur ce cas-là. Et la dernière sortie, c'était ce qu'ils ont qualifié de limogeage Jean-Marie Ouattara. Oui. Je crois que la direction de la justice militaire a réagi, a produit un communiqué pour expliquer que c'était juste un remplacement. Et je pense que dans les faits, c'est un peu ça. Et même quand la NAFA se plaint de ce que, en fait, la suite de la procédure sera biaisée parce que les juges, c'est ce juge, alors que c'est totalement différent. Les juges ne pouvaient plus... Non, pas du tout, parce que son travail même est terminé dès lors que l'arrêt de mise en accusation, en fait, a été pris. Donc, il n'y a pas matière vraiment à faire de la gesticulation. Moi, je pense que, bon, on a d'autres sujets vraiment plus sérieux que ça, que d'être un peu dans cette agitation-là. Un parti politique, je pense que par essence, c'est la conquête du pouvoir, c'est pouvoir se préoccuper, en fait, du sort de ses concitoyens, de l'intérêt supérieur de la nation. Et je pense qu'actuellement, le Burkina fait face à de nombreux défis sur la question sécuritaire, sur la question alimentaire. Je pense qu'il y a plein d'autres enjeux que vraiment, chaque fois qu'il faut qu'on produise un communiqué pour se plaindre du sort d'un concitoyen. Dernier point avant de vous laisser partir, l'actualité, c'est la guerre de succession au CDP. Cela ne fragilise pas le parti? Non, moi je pense que c'est une situation qui doit amener nos politiciens et ceux qui aspirent aussi à faire la politique à se poser un certain nombre de questions. C'est une énième situation à mon avis. Il faudrait au cas du CDP aller au-delà. C'est un peu le prototype de nos partis politiques. Il faut se poser des questions en fait sur l'organisation même de nos partis. Ça donne raison à ceux qui disent que nous n'avons pas de vrais partis politiques, de partis politiques au Burkina. Et là, c'est une réalité. Voilà, c'est dit, on a un groupuscule, en quelque sorte, c'est une association autour d'un individu. Le jour où cette personne n'est plus là, vous allez avoir des problèmes de succession, de leadership. Et c'est comme cela que vous prenez le PDP-PS de Kizerbo, vous prenez l'ADF, les Gérard Kango Ouedraogo, vous prenez
tous les partis politiques, même le MPP, je pense qu'on va assister à une situation de ce genre. Parce que même quand, à supposer que le président Roch-Marc Christian Kaboré dise qu'il ne va pas se représenter. Dans la prédiction. Non, c'est ça que je dis. Oui. Moi, je pense, au regard de la façon dont c'est organisé, puisque pendant longtemps, quand ça a été créé, on dit que c'est le parti des trois. Roch, Salif, Simon Compaoré. C'est dit que ce sont ces trois individus qui font le parti. Alors, un parti politique, par essence, c'est une question d'idéologie. Et je pense qu'au CDP, ce que nous vivons actuellement, c'est une réalité. Blaise Compaoré n'est plus là. Et même, ils ont toujours dit, c'est le père fondateur, c'est lui, en fait, le moteur du parti. Et c'est en cela, en fait, Paul Kabat-Thiéba a eu raison de dire que l'âme du CDP n'est plus là et que même si on a beau faire comment ils vont pas s'entendre entre eux, malheureusement, c'est une réalité. Parce que on est en train d'aller à une déchirure et je pense qu'ils vont pas s'accorder. Et tout simplement, ça pose encore la problématique des partis politiques. Vous l'avez aux parents, vous voyez. Laurent Gbagbo, malgré qu'il s'est mis en retrait, il veut continuer à utiliser des pères de famille, des gens matures comme s'ils étaient des enfants et il veut les instrumentaliser ou il veut qu'ils soient à sa solde. Ça pose un problème, en fait, de fond par rapport à ce que nous appelons parti politique. Donc il faut repenser le concept. Non, c'est pas pour repenser. Je pense que ça pose la crédibilité. Moi, je ne sais pas pourquoi à chaque fois les gens veulent s'aligner derrière un individu. C'est tout simplement ça la réalité. Voilà. Un parti politique, vous avez une orientation, vous avez une direction. C'est ça qui fait en fait l'essence du parti. Mais si vous quittez cela et que on doit, pour une question de succession, chaque fois le parti doit voler en éclats. Vraiment, c'est très regrettable. Voilà. Et bon, il faut peut-être repenser en fait la façon de faire la politique. Il faut peut-être revoir un peu la structure de nos partis politiques. Moi, je dirais tout simplement, c'est un conglomérat, c'est, comme on le dit, ce sont des comités électoraux tout simplement. Des gens se retrouvent pour juste participer à des élections, voilà, conquérir le pouvoir et gérer, et puis se partager le gâteau. C'est tout simplement ça. Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous allons dire merci à Tiana Serge Oulon, journaliste Courrier Confidentiel. Merci d'être venu dans. Merci pour l'invitation. C'est à vous le merci. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches.